Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue pour ce troisième épisode sur l'optimisation des Core Web Vitals. Donc aujourd'hui, Stéphane va vous parler du First Input Delay. On laisse encore 1 ou 2 minutes pour que les derniers puissent arriver et puis Stéphane, je te laisserai la parole pour que tu fasses ta présentation. Ça marche, ça marche. Alors un petit rappel, donc vous avez le chat si jamais vous voulez nous laisser un petit mot. Et par contre, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans l'onglet dédié questions. Ça nous permet de les retrouver plus facilement à la fin. Alors, vous commencez à être habitué, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions si vous en avez. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous dire qu'on a prévu un 4e épisode sur les Core Web Vitals qui sera un peu particulier. Ce sera une web perf clinique, c'est-à-dire que Stéphane auditera en live 1 ou 2 sites qui seront tirés au sort parmi les participants. On vous mettra le lien d'inscription dans le chat dans quelques minutes. Hop, je vais le faire tout de suite en fait, comme ça, si vous voulez vous inscrire tout de suite, c'est fait. Voilà. Il est 32, donc je vous laisse avec Stéphane. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, c'est parti, On a 1 heure, on a 1 heure devant nous. Donc déjà, merci d'être venu à ce webinaire pendant lequel on va parler bien sûr de Core Web Vitals et notamment du FID. Le FID est donc c'est donc pas le dernier de la série des webinaires, comme l'a dit Émilie. Moi, je pensais que c'était le dernier, mais non, effectivement, il y en a un dernier en décembre. Donc, rapide présentation de Fastorize ensuite, les Core Web Vitals et leur intérêt pour le SEO. Qu'est-ce que le FID? Et on va essayer de bien décortiquer ce que c'est que le FID et la relation qu'il a avec ce que nous présente PageSpeed Insight et notamment l'autre métrique qui s'appelle le TBT. Bien sûr, comment on peut le mesurer, comment on peut l'améliorer, et puis des takeaways qui sont les mêmes takeaways que les autres Core Web Vitals. Rapidement, qui est Fastorize, pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui sont jamais venus au webinaire sur les Core Web Vitals. Donc, Fastorize, c'est une société qui fait du front-end optimization que j'ai créé il y a 10 ans. On a lancé un produit qui est une sorte de CDN nouvelle génération en 2014, et auparavant j'ai été CTO de Rue du Commerce pendant 10 ans. On travaille avec le JDN, avec Google. On est aussi co-organisateur, co-créateur de l'événement qui s'appelle Wheel of Speed, qui est un événement dédié à la web perf et qui a lieu cette année en online, bien évidemment, et ça sera mi-décembre. On traite aujourd'hui plus d'1 milliard de pages vues par mois et ça représente une sacrée économie pour les internautes, pour les clients de nos clients. Donc, on a des clients justement de toutes les tailles, dans tous les secteurs, principalement e-commerce. On a aujourd'hui 3 offres WebPerf. L'offre historique qui est la solution SaaS, où il suffit de brancher votre site, de rediriger d'un point de vue DNS votre site sur la plateforme Fastorize, et puis on a un moteur qui va réécrire votre code HTML à la volée et qui va optimiser tous les objets, donc les JavaScript, les CSS, les images, les polices, tout ce qu'on peut imaginer pour les optimiser, les servir optimisés à l'internaute. C'est bien sûr 100% compatible avec tous les CMS du marché. Et puis, il y a un Customer Success Engineer qui vous accompagne pour la mise en place et même après sous forme de comité WebPerf trimestriel. On fait aujourd'hui aussi de l'audit WebPerf. Donc là, on va vraiment analyser à fond votre site
et on va vraiment le passer au scanner ou voire à l'IRM parce qu'on va vraiment très loin dans le détail, dans les spécificités de votre site. Donc, ce n'est pas un outil automatique de recommandation qui va vous dire qu'il faut concaténer vos CSS ou, je ne sais pas, optimiser vos images. Ça va beaucoup plus loin et ça couvre un peu toutes les facettes de la web perf. Et regardez un peu les témoignages de nos clients qui ont eu des audits ces dernières années et vous verrez qu'ils en sont très contents. On fait aussi, suite à ces audits, on fait de l'accompagnement. Donc là, c'est la suite logique. Quand on a fait un audit, on sort avec une liste de recommandations priorisées. Et donc, on va aider à implémenter cette liste de recommandations. On va définir un plan d'action, on va mettre en place des pratiques de développement, on va mettre en place des outils de monitoring s'il n'y en a pas, du dashboard, de la culture web perf, bref, tout ce qui permet d'établir une vraie culture web perf, une vraie stratégie web perf au sein de votre entreprise, sans oublier un point spécifique sur les third parties, parce que c'est en général un gros morceau. Donc pourquoi on travaille sur la perf depuis tout ce temps? Évidemment parce que vos utilisateurs aussi ils sont soucieux de la vitesse et que si votre site n'est pas assez rapide, moi globalement il y a la moitié qui s'en vont. Donc si vous devez retenir un chiffre, si vous devez vendre la web perf à votre comité de direction, c'est ce chiffre-là qu'il faut vendre. Au bout de 3 secondes, la moitié vont quitter votre site. Et puis, il y a même des études qui placent le critère vitesse comme le premier parmi les attentes des internautes mobiles. Donc bon, on a quand même bien raison, je pense, de tous s'intéresser à la vitesse, sans compter que, bien évidemment, Google, et c'est pour ça que vous êtes là, a appuyé récemment sur l'accélérateur il y a quelques mois en annonçant que la vitesse des sites serait prise en compte dans son prochain update d'algorithme appelé Page Experience. Et donc ça, au travers de trois nouvelles, entre guillemets, métriques qui sont le LCP, le FID et le CLS, qui forment donc les Core Web Vitals. Donc, chacune de ces métriques mesure un aspect de l'expérience utilisateur. Donc le LCP, c'est plutôt le chargement, le CLS, c'est plutôt la stabilité visuelle, et puis ce sur quoi on va parler aujourd'hui, le FID qui mesure l'interactivité. Mais bien évidemment, on verra que c'est pas les seules métriques pour un site rapide. Alors, je passe rapidement les raisons qui font que, selon moi, Google veut des sites rapides, mais si on doit résumer, globalement, je pense que Google cherche de plus en plus à se mettre à la place de l'utilisateur et à comprendre comment il interagit avec votre site. Donc, c'est aussi pour ça que le crawler fait maintenant une deuxième passe de rendering et qu'il ne se limite plus juste à la partie HTML et que, oui, avoir beaucoup de JS sur votre site peut impacter votre crawl et Google le détecte. Donc, oui, Google veut un site rapide et désormais, il le veut dans toutes les dimensions de l'expérience utilisateur. Donc, est-ce que on va voir maintenant les différentes métriques web perf, donc comment ça s'insère dans le paysage web perf, c'est Core Web Vitals, et donc des métriques pour mesurer la perf des sites. Il y en existe vraiment des dizaines. Donc ça va des métriques purement techniques à des métriques plus orientées utilisateurs. Et donc les métriques orientées utilisateurs, on peut les découper en soit affichage, soit interactivité. Donc les métriques techniques, vous les connaissez, j'imagine. C'est le TTFB qui est particulièrement important pour le crawl Google. Et c'est aussi important pour l'utilisateur, parce que si vous avez un mauvais TTFB, c'est-à-dire que vous aurez une page blanche pendant tout ce temps. Le Start Render, FCP, etc., tout ce qui est métrique qui signifie le démarrage du rendu, c'est important aussi parce que ça permet de saisir l'attention de l'utilisateur. Et puis, vous connaissez certainement aussi le speed index.
Alors, pourquoi je parle de ces métriques-là? Oui, voilà, et je voulais même parler des métriques des Core Web Vitals, pardon. Les Core Web Vitals font partie de ces métriques qu'on a l'habitude de traiter. Elles se placent dans le film strip au même titre que les autres. Donc elles complètent celles dont on avait l'habitude et qui existaient déjà avant. Elles n'étaient pas forcément mises en avant et c'est Google qui les a poussées. Donc chacune de ces métriques permet en fait de mesurer un aspect de la performance de votre page et un aspect de l'expérience utilisateur. Alors, pour ce qui est du FID et du TBT, donc le FID fait partie de ces 3 Core Web Vitals. C'est, comme on a dit, une métrique qui va mesurer une partie de l'expérience utilisateur et qui va mesurer donc une partie de l'interactivité de la page. Donc le FID, lui, il va mesurer la réactivité suite à une interaction avec une page web. Donc ça quantifie un peu l'attente des utilisateurs lorsque une page ne répond pas. Donc un FID bas indique que la page elle est utilisable rapidement. Et donc le FID permet vraiment d'évaluer la première impression qu'a l'internaute quand à propos de l'interactivité et de la réactivité de votre site web, hein, puisque c'est vraiment, on mesure la première interaction, sur une page donnée. Et donc, vous savez que faire bonne impression, c'est une première bonne impression, c'est vraiment déterminant. Donc soit vous commencez, à fidéliser votre client parce que vous avez un bon, FID, ou bien au contraire, ben, votre client il reviendra jamais parce qu'il aura attendu 1 seconde pour, voir le retour de son bouton, acheter ou que sais-je. Donc concrètement, le FID, il mesure le temps, entre le moment où un utilisateur interagit pour la première fois avec la page et le moment où on lui répond quelque chose. Donc interagir avec la page, ça veut dire quoi? C'est il clique sur un lien, il clique sur un bouton, il utilise un contrôle JavaScript, etc., quoi. Donc c'est vraiment l'interactif. Enfin, il faut qu'il ait quelque chose sur lequel interagir. Non, je me suis trompé d'écran. Alors, pour expliquer le FID, je vais essayer d'expliquer ce schéma qui semble un peu barbare, mais que vous avez peut-être déjà croisé, puisque je l'explique depuis plusieurs fois. Donc, on va reprendre depuis le début pour bien comprendre ce que c'est que le FID. Donc, au début, on a une ligne de temps pour suivre le chargement de la page. À T0, on démarre la navigation et puis le navigateur va lire le code HTML, va charger tous les éléments qui se trouvent dans la page et faire plein de requêtes pour récupérer le contenu. Potentiellement, ces requêtes peuvent se faire en parallèle parce qu'il y a du HTTP2 et puis il y a des requêtes qui ne se font pas en parallèle parce que c'est des scripts qui déclenchent d'autres choses. Donc, ça donne ce qu'on voit, une espèce de waterfall, comme on l'appelle dans notre jargon. Alors certaines de ces requêtes, elles vont, et puis le code qu'il y a dans la page également, vont déclencher des exécutions de scripts, hein. Par exemple, faire tourner des slides, mais il peut y avoir plus compliqué, hein, il peut y avoir dans le cas des SPA, il peut y avoir toute la construction de la page qui est faite en JavaScript. Et parmi ces exécutions de scripts, certaines sont considérées comme bloquantes. Donc là, sur le schéma, c'est les petites tâches, les petits bouts en orange sont considérés comme bloquantes parce qu'elles durent plus de, attention, 50 millisecondes. Donc voilà, vous n'avez pas beaucoup de temps pour exécuter vos tâches JavaScript, puisque au bout de 50 millisecondes, on considère que c'est des tâches qui sont trop longues. À un moment donné, le navigateur, il va pouvoir afficher quelque chose. Donc là, on considère que c'est déterminé par le first contentful paint, le moment où on affiche quelque chose. Et a priori, l'utilisateur, il va pouvoir cliquer, parce que s'il y a rien avant ou si l'écran n'a pas bougé quand on a passé d'une page à l'autre, eh bien, a priori, l'utilisateur, il y a peu de chances qu'il s'amuse à cliquer.
Et l'internaute, il est assez imprévisible, donc il peut cliquer à n'importe quel moment, bien sûr. Donc, s'il voit quelque chose arriver, peut-être qu'il peut décider d'interagir avec la page à ce moment-là. Donc, s'il clique à ce moment-là, super. Il y a le navigateur, donc le main thread, comme on l'appelle, n'est pas occupé. Donc, il va lui répondre potentiellement tout de suite. Parce que oui, le navigateur, si on dit main thread, c'est bien il y a bien une raison. C'est parce que le navigateur ne sait faire, entre guillemets, qu'une seule chose à la fois. En tout cas, du compute, il ne sait le faire qu'une seule chose à la fois. Et donc on est limité par ce concept. Donc, si l'utilisateur, par contre, il attend un peu parce qu'il y a un élément qui n'est toujours pas affiché et que c'est cet élément-là avec lequel il doit interagir, potentiellement, s'il clique à ce moment-là, là, du coup, c'est pas du tout la même histoire parce que là, le navigateur, il est bien occupé à faire quelque chose. Il doit attendre la fin de la long task pour lui rendre la main, pour lui répondre. Et potentiellement, là, c'est plusieurs centaines de millisecondes. Et ça devient très pénible pour l'utilisateur d'attendre plusieurs centaines de millisecondes pour avoir un retour du navigateur. Bien évidemment, s'il clique après, après que ces longues tasks se soient exécutées, globalement, tout va bien. Donc là, on voit je signifie aussi le time to interactive parce que c'est une métrique qu'on a introduite il y a quelques années et qui mesure à quel moment la page, elle est sympathiquement, alors moi, en anglais on dit consistently interactive, mais sympathiquement interactive, ça veut dire qu'on est à peu près sûr qu'à partir de ce moment-là, à partir du TTI, quand on va cliquer, quand on va interagir avec la page, on aura un bon délai de réponse. Et donc, trouver le TTI, c'est trouver une fenêtre de 5 secondes pendant laquelle il n'y a pas de long task et pendant laquelle il n'y a pas plus de 2 requêtes en parallèle. Donc, ça donne quand même une bonne mesure de est-ce que la page peut répondre facilement à vos interactions. Ah oui, et comme il faut un clic pour un utilisateur, il faut pour mesurer le FID, le FID, il faut un clic d'un utilisateur, hein. Ça semble évident quand on parle d'interactivité. Mais donc, du coup, ce n'est pas mesurable par un outil type web page test, sonde, que sais-je. Donc, pour ça, on utilise une autre métrique pour approximer le FID. Et donc, ce que faisait Lighthouse PageSpeed Insight dans la version précédente, c'est qu'il estimait un max FID potentiel, max potential FID, en prenant en compte la tâche JS bloquante la plus longue, qui était située après le FCP. Donc ça, c'était une approximation. On disait, globalement, si l'internaute clique à ce moment-là, on est quasi sûr qu'il aura une mauvaise expérience. Donc c'était une approximation, elle était plutôt pas trop mauvaise, quoique. Et là, on fait une autre approximation maintenant dans ces outils. Donc l'approximation, en tout cas la métrique qu'on utilise dans le cas où c'est une sonde qui charge la page, c'est le TBT, le Total Blocking Time. Et donc là, on ne prend pas le max des long tasks, hein, mais on prend la somme des long tasks qui sont entre le FCP et le TTI. Et donc, ce n'est pas anodin ce changement de méthode de calcul, parce que vous voyez, rien que sur ce schéma, que TBT et Max Potential FID, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que dans un cas comme celui-là, il y a plein de petites longues tasks qui s'enchaînent. Des petites longues tasks, c'est un peu étrange, mais il y a plein de légèrement longues tasks qui s'enchaînent. Donc, on peut raisonnablement penser que le FID ne sera pas trop mauvais. En tout cas, ce ne sera pas plus grand que la plus grande des longues tasks. Donc, on aurait eu un max potential FID qui n'aurait pas été mauvais. Sauf que là, dans ce cas-là, le TBT, là, il est vraiment pas bon. Et on ne fait pas la différence avec ce cas-là.
Et ce cas-là, lui, on est quasi sûr que le FID sera pas très bon parce que on bloque le navigateur pendant une bonne partie du chargement de la page. Donc du coup, dans certaines situations, il faut savoir que le TBT, eh ben, c'est pas du tout représentatif du FID. Donc on utilise, et vous le verrez dans les outils Google, qu'on utilise du TBT à la place du FID. Pourtant, il faut comprendre que ce truc-là ne mesure pas la même chose. Donc comme je disais, c'est pas anodin parce que quand on connaît le poids qu'a cette métrique dans le calcul du score Lighthouse, et donc PageSpeed Insight, puisque PageSpeed Insight se repose sur Lighthouse, c'est tout de suite, c'est moins rigolo. Parce que le TBT, il compte pour 25% du score Lighthouse. Donc c'est pas le CLS de la dernière fois qui comptait que pour 5%. Et donc d'ailleurs si on regarde tout ce qui concerne l'interactivité dans ce score, on ajoute le TBT et le TTI et puis ça représente 40% de la note. Donc ça veut dire que 40% de la note aujourd'hui c'est de l'interactivité, 55% c'est de l'affichage, enfin c'est de l'affichage et puis du chargement, et puis le CLS, 5%, c'est la stabilité visuelle. Donc, faites joujou avec ce calculateur-là, c'est plein d'enseignements. Alors d'ailleurs, justement, j'ai fait joujou, parce que pour vous montrer à quel point cette approximation, elle peut changer le score PageSpeed Inside. Donc j'ai pris un client à nous, j'ai regardé son score sur PageSpeed Insight. Il a un score pas très bon de 12. Donc on voit que il a un first input delay de 88 millisecondes. Ça veut dire que 75% des utilisateurs ont un FID qui est inférieur à 88 millisecondes, donc c'est plutôt pas mal. Il y en a que 23% qui ont un FID supérieur à 100 millisecondes. Et par contre, on a un total blocking time de 11 secondes. Donc là, c'est un facteur 130. Donc quand on dit différent, on n'est pas loin de la vérité quand même. Donc on obtient vraiment un score de 12 parce que le score que vous obtenez là, c'est avec le total blocking time. Donc si on fait joujou et qu'on avec ce scoring calculator là, alors moi j'ai repris les valeurs qui m'étaient données par PageSpeed Insight, il me donne 13 à la place de 12, mais bon, peu importe. Et si je m'amuse à mettre cette fois-ci de remplacer le TBT par le FID, tout de suite j'ai plus le même score, j'ai un score de 38. Donc 12, 38, bon ok, 38 c'est pas non plus incroyable, mais c'est quand même 3 fois plus que 12. Et alors là, si en plus je m'amuse à prendre que les valeurs qui me sont remontées dans la partie field de data, par exemple, pour le FCP, pour le LCP et pour le CLS, eh bien là, c'est la fête du slip. Donc c'est vraiment pour vous montrer à quel point il faut bien comprendre ce qu'on mesure et comment sont calculés ces scores. Méfiez-vous de ces outils tout faits qui agrègent des choses et sur lesquels vous n'avez pas beaucoup de visibilité. Alors, justement, comment on peut mesurer correctement le FID? Donc, on a vu le principe qui semble plutôt simple, mais on a vu aussi qu'on ne mesurait pas la même chose selon l'outil qu'on utilise, puisque finalement, derrière FID, il y a deux choses, il y a FID et TBT. Alors, d'abord, la mesure du FID, elle repose sur des API du navigateur, et notamment de l'Event Timing API, avec des événements de type First Input qu'on peut collecter avec un Performance Observer. Donc, Performance Observer, c'est celui qui écoute tout ce qui se passe en termes de performance timing. Il collecte des événements, puis de façon complètement asynchrone, séparée du thread principal. Et puis, vous, de collecter ces événements, de les filtrer, et puis de remonter les valeurs que vous voulez. Et donc, il y a un type qui s'appelle First Input qui permet justement de traquer le First Input Delay.
Mais bien sûr, il y a d'autres événements. Quand on regardait le CLS ou le LCP, on avait des entrées aussi de type LCP quand on mettait un performance observer sur le type le contentful, je ne sais plus, largest contentful page. Le problème, c'est que, bien évidemment, il faut que le navigateur en question le supporte. Donc, quand on tape ça dans la console de Firefox, eh bien, il vous dit attention, je ne supporte pas moi First Input comme entrée. Et d'ailleurs, quand on lui pose la question à l'objet Performance Observer, qu'est-ce que tu supportes comme type? Eh bien, je supporte des choses plutôt classiques, performance timing classique, measure, navigation resource, mais pas event timing. Donc c'est bien, comme d'hab, Chrome supporte cette API, ce type d'entrée, mais pas les autres. Donc on retrouve ça dans la fameuse page Can I Use, où vous pouvez voir tout ce que supportent tous les navigateurs. Et là, on voit que tous les navigateurs qui sont basés sur Chrome supportent cette API, mais pas les autres. On peut visualiser le FID. Ça, c'est plutôt sympathique. Dans les Chrome DevTools, on a, donc c'est les choses, les trucs qui font peur là, quand on ouvre l'inspecteur. Donc, quand on clique sur l'onglet Performance, et puis on fait un reload, et puis on va avoir plein de choses qui vont s'afficher, et plein de trucs barbares, mais c'est quand même bien pratique pour voir ce qui bloque. Donc, et en faisant un profiling là, comme ça, on voit très clairement là, par exemple, j'ai zoomé sur une partie du chargement d'une page, et on voit qu'il y a des longues tasks qui durent jusqu'à 1 seconde 6. Alors que j'étais sur cet ordinateur-là, hein. Donc, ça veut dire que pendant 1 seconde 6, globalement, si je m'amuse à cliquer, il va rien se passer. On peut voir les coupables en regardant, en sélectionnant une longue task. Donc là, on voit la longue task qui est ici, et on peut cliquer dessus, cliquer sur l'onglet bottom up, pardon, et on peut classer par temps d'exécution JS, et voir qui sont les coupables par URL, etc. Donc c'est assez pratique pour visualiser qui est responsable de ces longues tasks. Il y a aussi une extension Chrome qui est disponible pour fournir les métriques Core Web Vitals. Donc, là, pas besoin d'ouvrir les DevTools. C'est beaucoup plus facile à utiliser. Elles sont disponibles directement dans l'extension. Et puis, comme d'hab aussi, puisque c'est la 3e fois qu'on en parle, il existe, ou 4e, il existe la librairie Web Vitals, qui est disponible pour mesurer soi-même les Web Vitals, donc les Core Web Vitals, et aussi les autres, hein, les autres Web Vitals, le TTFB et le FCP. Donc ça peut être notamment intéressant si vous souhaitez remonter les mesures ailleurs que dans le Crux, ailleurs que pour vos utilisateurs Chrome. Donc si vous avez des outils de Real User Monitoring ou d'Analytics qui ne supportent pas encore certaines métriques, eh bien vous pouvez vous en occuper par vous-même, mais en général, ces outils suivent l'actualité, donc vous retrouvez ces métriques directement dans vos outils sans problème. Donc, bien sûr, on les retrouve aussi dans les outils classiques, donc les Web Page Tests qui montrent le Total Blocking Time, bien évidemment, parce que ce n'est pas un outil Real User Monitoring, le Lighthouse, bien sûr, le PageSpeed Insight, la partie field data, hein, et le même d'Airboost qui montre, alors lui qui a eu la bonne idée de garder les deux métriques, le Max Potential First Input Delay et puis le Total Blocking Time, qui permettent de voir que effectivement c'est pas toujours la même chose, ces deux métriques.
Il y a aussi, oui, il y a aussi SpeedCurve qui est sympa pour traquer un peu les longues tasks en fonction de si c'est votre code à vous ou si c'est ou si c'est des codes third parties. Donc, on est capable de voir un peu qui bloque qui sont les coupables entre guillemets. Et donc ça c'est plutôt assez pratique pour aller voir. Ça donne déjà sans aller dans les Chrome DevTools et pour chaque page, ça donne une vision d'ensemble et de pouvoir pointer certains acteurs pour leur demander de corriger. Alors, je reviens sur les mesures fournies par PageSpeed Insight. Donc, ces données, elles sont de type, des mesures de type plutôt Real User Monitoring qu'ils appellent Field, qui sont issues du Chrome UX Report, le CRUX, et des données qui sont plutôt de type synthétique, qui sont issues de Lighthouse et qu'ils appellent Lab. Donc, pour la partie Field, donc les données sont, comme je disais, sont issues du CRUX et donc concernent une partie des utilisateurs qui sont sous Chrome. Donc encore une fois, ce n'est pas la totalité de votre population. J'ai eu le cas très récemment dans un secteur où 90% du trafic est mobile et 90% de ces 90% sont sous des iPhones. Eh bien, le CRUX n'est pas très représentatif de cette audience. Donc méfiez-vous de la représentativité du CRUX. Et dans tous les cas, de toute façon, le FID, il n'est pas remonté de façon native par les autres navigateurs. On voit un exemple de répartition là, sur le FID, par exemple. Le PageSpeed Insight vous donne cette répartition. Et donc, en fonction des seuils qu'il a définis, Fast, Need Improvement, pardon, Poor, et en fait, ces seuils donc, sont pour le FID de 100 millisecondes et de 300 millisecondes. Donc, entre 100 et 300, on n'est pas bon. Là, dans ce cas-là, il y a 10% d'utilisateurs. Au-dessus de 300, enfin, on n'est pas bon, on peut s'améliorer. Au-dessus de 300, on n'est pas bon, et là, il y en a 53%. Et puis, en dessous de 100, c'est acceptable. Et en dessous de 100, l'utilisateur, il ne voit pas la différence. Il sent très peu d'attente quand il ne ressent pas trop ce délai quand il a cliqué et qu'il a le retour. Donc, alors là, dans ce cas-là, on peut considérer que c'est pas terrible parce que 63% d'utilisateurs qui sont au-dessus de 100 millisecondes, c'est quand même pas incroyable. Donc, si vous rappelez la courbe de distribution d'une métrique WebPerf, ça veut dire que Google va mapper cette distribution, il va la simplifier. En fait, quand il vous montre ces répartitions 50, 36, 10, 53, il va la simplifier avec ses seuils et il vous montre des répartitions comme ça. C'est-à-dire que au lieu qu'il y ait 49, 39, 12, il y aurait 36, 10 et 53 et ça vous classe vos utilisateurs dans cette distribution. Il vous donne aussi le 75e percentile à côté, qui est un percentile peut-être un peu élevé, mais qui est un peu raisonnable. En tout cas, c'est mieux que quand on donnait le 95e percentile, mais ça veut dire quand même que 25% des utilisateurs ont une valeur supérieure à ça, mais 75% ont une valeur inférieure à ça. Donc là, c'est quand même révélateur, c'est-à-dire que si le 75e percentile est à quasi 1800 millisecondes, ça veut dire donc 25% des utilisateurs qui ont plus de 1800 millisecondes de FID, donc ça veut dire qu'il y en a qui souffrent quand même. Comme on nous dit qu'il y en a 53% qui ont plus de 300 millisecondes de FID, ça veut dire que finalement on comprend que si on colle ça à cette distribution, ça se dégrade finalement assez vite, quoi. Il y en a qui ont une bonne expérience de FID et puis après, ça devient assez rapidement catastrophique. Donc ça permet quand même de comprendre un peu entre ce 75e percentile et cette répartition simplifiée, de voir s'il y a des choses graves à corriger. Donc le 75e percentile sur une distribution, c'est ça se situe plutôt par ici. Le 95e, c'est en bout de courbe et la médiane, elle est à peu près au milieu en général.
Donc, dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu des données qui venaient de PageSpeed Insight. Ces données de PageSpeed Insight, elles viennent du Crux. Donc, ça veut dire que le Crux est un outil qui est accessible à tout le monde, pour peu que Google considère que votre site vaille la peine de rentrer dans ce panel. Donc, il faut avoir une audience certaine pour être dans ce panel. Et donc, une fois que vous êtes dans ce panel, vous avez accès aux données qui sont collectées et vous pouvez facilement vous construire un petit dashboard qui vous permet de suivre ces Core Web Vitals. Donc, je vous ai mis l'adresse là, un raccourci qui permet d'aller facilement créer son propre dashboard. Donc, ce truc-là est vraiment simple, hein. Enfin, n'ayez pas peur, l'outil a l'air un peu compliqué, mais c'est hyper simple. Vous rentrez l'adresse de votre site, globalement next, 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 vous ne posez pas trop de questions, et puis vous obtenez eh bien, un dashboard avec aujourd'hui une douzaine de pages qui va vous donner l'évolution, enfin la situation, puis l'évolution de chacune des métriques des Web Vitals, donc LCP, FIDC, LSF, CP, TTFB, mais aussi on-load, la répartition en fonction du device, la répartition en fonction du type de connexion, etc. Donc c'est plutôt intéressant. En tout cas, ça donne une vision ça peut donner une vision de vos internautes en termes de perf. Là, par exemple, on peut choisir donc un site, on peut choisir un device. Là, j'ai focus sur device mobile pour Cdiscount, par exemple. On voit que le FID est en très légère dégradation, et donc il y a peut-être quelque chose à faire pour corriger ce FID. Et si alors toujours sur les données Crux, hein, pour les plus téméraires, on peut aller regarder directement dans le dataset du Crux qui est disponible dans BigQuery. Et ça permet il y a un peu plus de données, et c'est des données brutes, donc ça permet d'historiser, de traiter plus finement, d'avoir des données qui sont plus à jour, puisque le Crux vous donne des données qui sont au mois le mois, et qui sont actualisées chaque mois. Donc là, vous pouvez avoir des données un peu plus fraîches. Vous les avez aussi dans la Search Console aujourd'hui, sur toutes les Core Web Vitals. Il vous dit le nombre d'URL qu'il considère être dans la catégorie Good, Need Improvement, et puis Poor. Donc, en tout cas, aujourd'hui, vous avez plein d'outils qui vous permettent de suivre, en tout cas, sans même mettre en place de l'outillage un peu avancé WebPerf. Vous pouvez quand même déjà suivre une partie de la WebPerf de votre site, des Core Web Vitals, pour une partie de vos utilisateurs. Je le redis, mais c'est quand même un point qui me semble très important, c'est la différence entre ce que vous allez suivre pour cet indicateur, selon que vous utilisez du Synthetic Monitoring ou du Real User Monitoring, puisque en Synthetic Monitoring, on a vu qu'on ne mesurait pas la même chose, et que selon les cas, selon la typologie des sites, selon comment est fait votre site, eh bien, vous pouvez avoir une très grosse différence entre ce que remonte le TBT et ce que remonte le FID. Alors, optimiser le FID. Parce que, ok, on peut bien le mesurer. J'espère que vous avez bien compris ce qu'était le FID, ce qu'était le TBT. Donc, pour optimiser le FID, si vous avez bien suivi, ça va essentiellement beaucoup causer JavaScript, puisque c'est lui la cause de blocage dans le navigateur. Donc, on va être sur des optimisations quand même qui risquent d'être un poil complexes. Alors, si on revient à notre schéma avec des long tasks, la solution, elle est plutôt simple. Quand on comprend, on regarde ce schéma, on dit OK, j'ai des long tasks, je risque quand je clique de tomber sur une de ces long tasks. Qu'est-ce que je fais? Je supprime ces long tasks, ou en tout cas je les découpe comme ça, quand j'ai plus de chances
que l'internaute clique au milieu d'une longue task et même s'il clique sur une longue task qui dure 60 millisecondes, bon, peu importe, il va attendre 60 millisecondes, ce ne sera pas dramatique. Donc, notez quand même que dans ce cas, on ne réduit pas le TBT. Hein. Donc, vous pouvez faire un super boulot, entre guillemets, de découpage des tâches et améliorer et voir l'impact sur le FID sans voir aucun impact sur le TBT et sans voir donc aucun impact sur votre score PageSpeed. Donc, idéalement, le mieux, c'est quand même de faire ce même travail, mais en plus de faire le moins de tâches bloquantes possible. Et donc, c'est d'ailleurs ce que vous donne comme conseil un outil comme Lighthouse. Hein. Quand il vous pointe les scripts qui prennent du temps, donc il vous dit avoid long main threading task, eh bien, il vous pointe qui prend du temps et ça vous permet de commencer à travailler sur ce script-là en premier plutôt que d'autres choses. Il vous donne aussi l'exécution, le temps d'exécution, avec aussi le temps de chargement et le temps de parsing. Donc ça, c'est important. Quand on parle de JavaScript, le JavaScript a la particularité d'intervenir à 3 niveaux. Temps de chargement, bien sûr. Donc, quand vous chargez 2 mégas de JavaScript, ben, ça va être long. Mais ça veut dire aussi qu'il faut lire ce JavaScript, il faut parser ce JavaScript. Parser une image, c'est pas très compliqué aujourd'hui pour un navigateur. Parser du JavaScript, ça l'est un peu plus, ça demande un peu plus de CPU. Et pour les mobiles, par exemple, les mobiles moyenne gamme, eh bien, au lieu de faire ça en 1 seconde sur un desktop, on va passer 10 secondes à faire ça sur un mobile moyenne gamme. Donc, il faut faire très attention à ça. Et puis ensuite, bien sûr, il y a l'exécution de ce JavaScript. Donc, il y a vraiment tout ça qu'il faut faire attention. Donc, il faut évidemment que la taille du JavaScript soit aussi la plus basse possible, parce que sinon le navigateur va passer potentiellement beaucoup de temps à parser et à télécharger ce JS. Alors, il y a aussi Yellow Lab Tools qui peut vous aider, qui est un excellent outil pour pointer les dérapages en JS, donc notamment tout ce qui est manipulation DOM, complexité du DOM, tout ce qui est bottleneck quand on scroll et qui va détecter quand il y a trop d'événements qui sont attachés au scroll, voilà, des choses auxquelles on prête pas forcément attention. Et du coup, là, Yellow Lab Tools va pouvoir vous pointer ce qui est pas bon. On va vous dire, par exemple, vous avez 3 jQuery, 3 jQuery différents qui sont chargés sur la page. Bon, ben voilà, ça donne des pistes pour vous dire, OK, j'ai un 3 jQuery, je dois en avoir d'autres trop. Donc, c'est plutôt un outil sympa pour vous aider à diagnostiquer cette partie JavaScript. Alors, je voudrais maintenant évoquer une contrainte dont on parle assez peu quand on parle d'interactivité, c'est la relation entre affichage et interactivité. Donc, je reviens à mon schéma préféré quand je parle d'interactivité. Donc, vous avez bien noté qu'on mesure le FID après que quelque chose soit apparu à l'écran. Et ça semble évident parce que, bien sûr, on ne va pas cliquer sur un écran blanc. Mais en fait, ça va plus loin. Ça va plus loin parce que si quelque chose est affiché à l'écran, il doit être utilisable pour un but bien précis. En fait, dès qu'il y a un contenu qui arrive, on a envie d'interagir avec. Donc, du coup, afficher très rapidement quelque chose, mais sur lequel on ne puisse pas interagir, c'est peut-être pire qu'avoir un affichage moyen et une interactivité moyenne. Limite, si vous êtes devant un site sur lequel on attend pour voir arriver du contenu, bon, on ne va pas se presser trop pour. On est conditionné et on ne va pas se presser trop pour cliquer. Donc, en fait, il y a presque une relation directe entre affichage et interactivité. Et certains disent que voilà, le TTFI, donc la première interaction qui arrive, en général, elle a lieu au moment à 1,2, 1,4 fois le FCP. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de temps. Hein. Si vous avez un bon FCP à 1 seconde, ça veut dire qu'à 1 seconde 5, globalement, votre utilisateur
il va essayer de cliquer. Vous avez une fenêtre de 500 millisecondes pour être sûr que il n'y a pas de long task là, il n'y a pas de long task qui vont s'exécuter. Dans la même veine, là, sachez qu'il y a environ 30% des utilisateurs qui attendent que tout soit affiché pour interagir avec votre page. Donc, ça veut dire aussi 70%, ils n'attendent pas. Donc, ne pensez pas que l'utilisateur, l'internaute, il est discipliné et puis il dit ah bon, alors oui, je ne vois plus rien arriver, voilà, ah ben je peux interagir avec ma page. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dès qu'il y a quelque chose, on a envie de cliquer. Et donc, ça donne une piste qu'on peut utiliser pour avoir un bon FCP, un bon FID par exemple. Cette piste, c'est de différer le plus possible le chargement de JavaScript. Donc, si possible, les longues tâches bloquantes et de charger que ce qui doit être un minimum nécessaire pour l'interaction. Donc, pour ça, le plus simple, c'est de commencer par l'attribut differ. Donc facile à ajouter, mais ça ne règle pas tout. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre les différents attributs, alors il y a d'autres méthodes de charger des scripts, hein. Je simplifie, il y a du preload, il y a plein d'autres choses, mais pour simplifier, voilà, le script normal est bloquant en termes de téléchargement et d'exécution, le script A5 est bloquant simplement en termes d'exécution, mais pas de téléchargement, et le script differ, lui, il est non bloquant, l'exécution se fait bien après la construction de la page. Il y a du différé, c'est aussi, on peut essayer de lazy-loader du code ou des composants quand on parle de framework type React ou Vue. Et donc, il y a souvent dans ces frameworks, il y a des choses qui sont déjà prévues, par exemple le Dynamic Import de Next.js, mais on peut aussi le faire à la mano. On peut ne charger par exemple l'autocomplétion du champ de recherche que quand l'internaute s'approche du champ de recherche, parce que sinon on n'en a pas besoin et ça peut faire économiser 100 kg ou 50 kg de JavaScript facilement, juste parce qu'on n'est pas sûr que l'internaute va utiliser cette fonctionnalité. Il y a du queuing, on peut essayer aussi de mieux gérer le chargement des scripts externes, notamment en faisant une sorte de queuing. Donc j'avais présenté ça lors du webinaire sur les sort parties. On peut faire des choses comme ça où on va wrapper les appels wrapper les appels des third parties, et puis au lieu dans le GTM par exemple ou dans Tag Commander, et puis au lieu de les charger directement, on les met dans une queue et puis qu'on va dépiler au rythme qu'on veut. Et donc ça donne ce genre de choses. Voilà, il y a le container avec une priorité 2, 10 secondes plus tard, il y a le container avec une priorité 3. C'est juste pour montrer qu'on est bien capable de prioriser un ensemble de scripts. Donc ça, c'est assez facile à mettre en œuvre et ça permet de laisser respirer le navigateur. Ça laisse du temps à l'utilisateur pour cliquer tranquillement. Il y a un gars de chez Google, Philippe Walton, qui a écrit une lib qui peut aider à lazy-loader aussi du code. Sa méthode, c'est idle until urgent. Et grosso modo, ça consiste à charger ce dont on a besoin pendant les périodes de creux, les périodes où le navigateur il n'est pas occupé, et puis à n'exécuter qu'au dernier moment. Donc ça se base notamment sur la fonction request idle callback qui permet d'exécuter du code quand le navigateur a de la dispo et qui permet quand même de s'assurer que ce code sera toujours exécuté, même s'il n'est jamais, entre guillemets, disponible. On peut aussi utiliser des web workers, parce que quand le thread principal donc est bloqué, les web workers sont un mécanisme qui permet d'exécuter du JavaScript sur un thread en arrière-plan. Donc on peut déplacer tout ce qui ne concerne pas l'interface utilisateur vers un thread séparé, et ça peut aider à réduire le temps de blocage du thread principal et donc améliorer le FID. Donc il y a des bibliothèques pour faciliter l'utilisation des web workers, il y a des comme Link, Workway, Workerize, mais bon, en vrai, dans la vraie vie,
Je crois que pas grand monde n'utilise des web workers, puisque la raison est simple, ça marche pas pour tout ce qui est UI, composants UI, et qu'aujourd'hui, on a principalement pour nos sites de e-commerce du traitement UI qui va se passer sur nos sites. On peut en fait, avant de penser à différer, on peut imaginer différer éternellement, on peut, c'est-à-dire carrément en charger le moins possible, donc réduire le JavaScript. C'est sûr on va moins occuper le processeur et le navigateur. Donc là, il y a des tonnes de techniques. Il y a particulièrement pour tout ce qui est SPA, donc tout ce qui est bundling. Il faut bien penser à nettoyer ces bundles. Donc aujourd'hui, on croise ça de plus en plus souvent, des bundles qui sont énormes parce qu'il y a des dépendances de dev, parce qu'il y a des dépendances de modules Node.js qui sont implémentés, enfin qui sont ramenés avec Browserify ou autre. Il y a des librairies complètes alors qu'on n'a besoin que d'une seule fonction dans la librairie. Il y a des librairies à tout faire, alors qu'on a besoin que d'une fonction dans cette librairie. Je pense à des Moment.js ou autres. On oublie de faire du tree checking, de faire de retrouver ce qui est commun à toutes ces dépendances. On utilise des polyfills alors que peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Ou bien, en tout cas, peut-être qu'il faut utiliser des polyfills intelligemment. Il y a aujourd'hui des CDN de polyfills qui permettent de servir le bon polyfill, c'est-à-dire 0 pour les nouveaux navigateurs et puis le vrai polyfill pour un navigateur ancien. On peut décider aussi de ne plus supporter les navigateurs anciens. Bref, on peut sérieusement réduire la taille de son JavaScript avec quelques tricks assez simples. On peut aussi faire du server-side rendering, donc toujours pour les SPA, le plus possible, mais dans ce cas-là, attention à la réhydratation. Parce qu'il y a des fois où on va passer par exemple sur tous les liens, tous les composants qui gèrent les liens, et on peut, s'il y a, je sais pas, 100 liens et puis ça prend 50 millisecondes, et bien ça fait 5 secondes pour juste afficher des liens, refaire des liens sur la page alors qu'on les a sous forme de HTML juste avant. Donc attention à cette partie de réhydratation. Il y a bien sûr nettoyer le code mort quand on est dans du legacy et qu'on a rajouté des tonnes de code JavaScript. Et ça, c'est vraiment des chantiers super compliqués. Enfin, c'est des chantiers lourds, donc souvent qui ont lieu lors de refonte. Le code coverage, bien sûr, dans DevTools peut vous aider à traiter ça. Il faut traiter le sujet third parties, c'est un sujet à part, CF le webinar sur les third parties. Et puis un truc intéressant, c'est charger en fonction des capacités de l'utilisateur, hein, capacité de connexion, capacité du terminal de l'utilisateur. Si vous détectez que le terminal de votre utilisateur, c'est un vieux Samsung il y a 5-6 ans, eh bien, lui envoyez pas une tonne de JavaScript, ça sert à rien, il va juste pleurer. Il va juste attendre 5 secondes ou 10 secondes avant de pouvoir interagir avec votre site. Donc, charger des choses en fonction des capacités de l'utilisateur. Et peut-être que la première chose à dégager, c'est justement ces third parties et se dire, pour les gens qui ont vraiment une expérience terrible, privilégions les fonctionnalités, mes propres fonctionnalités, plutôt que des third parties qui vont finalement dégrader l'expérience globale et puis faire partir mon utilisateur. Voilà, je terminais. Donc à retenir, bien sûr, améliorer ses Core Web Vitals, c'est important, puisque en améliorant vos Core Web Vitals, vous allez améliorer l'expérience de vos utilisateurs. Ça reste le FID reste une métrique parmi les autres, au même titre que l'ensemble des indicateurs WebPerf. Donc, par pitié, c'est pas parce qu'il y a ces Core Web Vitals, ne jetez pas les autres. Ajouter ces métriques, je sais, ça fait un peu plus de boulot, mais ne jetez pas les autres. Le TTFB reste important, le TTI peut être aussi important. D'ailleurs, on a la métrique onload dans le Crux, qui est une des plus vieilles métriques de WebPerf.
ça peut donner aussi des indications. Donc, le plus possible, on a des métriques qui caractérisent l'expérience utilisateur sur un site, et le mieux, on peut comprendre cette expérience utilisateur. Donc, c'est mesurable par plein d'outils. Donc là-dessus, vous avez de quoi faire. Et puis, ça demande beaucoup de travail d'optimisation, ça c'est sûr. Vous avez vu, et c'est du travail qui est un peu complexe puisque c'est du JS. Donc, il n'y a pas de solution magique qui permet, je colle un CDN et puis j'aurai mon JS qui sera tout de suite, qui va passer de 100 millisecondes à 50 millisecondes. Ça n'existe pas. Et puis, bien sûr, suivez à la fois l'évolution de ces métriques et aussi de la définition de ces métriques, puisque encore il n'y a pas très récemment, le CLS la définition, en tout cas l'implémentation du CLS dans Chrome a bougé avec la dernière version de Chrome. Donc voilà, c'est des métriques qui vont encore, je pense, se stabiliser dans le temps. On a bien vu qu'on est passé du Max Potential FID à du TBT récemment entre Lighthouse V5 et V6. Bon, ben voilà, on n'est pas à l'abri qu'un jour Google nous dise ben non, c'est pas cette métrique, la TBT, finalement, c'est pas très représentatif, on va revenir à autre chose. Suivez cette actualité-là. Voilà, donc merci à tous. Le prochain webinaire a lieu le jeudi 17 décembre et ça sera ça sera le WebPerf Clinic où on essaiera de faire un diagnostic Core Web Vitals d'un site, d'un ou plusieurs sites. Merci Stéphane. Merci à tous. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans l'onglet questions. On en a déjà quelques-unes. Donc, on va commencer, Stéphane. Il y a Emmanuel qui nous demande comment le FID de Nocibé peut être considéré comme bon si le TBT est aussi mauvais. Eh bien c'est toute la différence entre la méthode de mesure. C'est-à-dire que le FID mesuré sur les utilisateurs Chrome, il est bon, c'est-à-dire qu'il est de 75% ont un FID qui est inférieur à 88 millisecondes. Mais quand Lighthouse fait son test pour PageSpeed, il va mesurer, alors déjà il se met dans des conditions pas terrible, c'est-à-dire qu'il prend un device pas terrible avec de la 4G pas terrible, et donc forcément ça va influencer les métriques qu'il vous présente, et il va lui calculer un TBT. Donc si par exemple il y a beaucoup de JavaScript qui s'exécutent, mais que ça n'empêche pas l'utilisateur de cliquer assez rapidement sur la page, eh bien on va avoir un TBT qui va être énorme, alors que finalement l'expérience utilisateur n'est pas si horrible que ça. Et donc le FID est plutôt bon. Donc c'est vraiment c'était bien pour expliquer la différence de méthode de mesure entre ces deux métriques, quoi. Oui, et ça va aussi dans le sens de ce que tu disais, qu'il faut suivre d'autres métriques et pas se concentrer uniquement sur les Core Web Vitals. Il y a Jordan qui nous demande si tu as quelques tips à nous donner pour réduire les longues tasks. Il faut découper. En fait, quand on a des tâches qui prennent du temps, c'est qu'on a globalement des tâches à faire, quoi. Après, il faut surtout déterminer est-ce qu'on a besoin réellement de faire ces tâches et est-ce qu'on ne peut pas les découper pour les transformer non plus en longues tasks, mais en plus petites tasks, et laisser justement le navigateur respirer. Voilà. Donc, plutôt que de faire une boucle avec, je ne sais pas, je vais lister tous mes liens et puis leur ajouter quelque chose dans le DOM, peut-être faire des paquets, faire des choses comme ça. Il n'y a pas de... C'est vraiment hyper spécifique à chaque... il y a autant de réponses que de sites web, par exemple, a priori, quoi. Il n'y a pas de choses faciles à faire. Voilà. Ça marche, merci. Ludovic nous demande s'il existe des outils de diagnostic dédiés à l'optimisation FID pour les applications React. Non, je ne connais pas ça, mais par contre, clairement, il y a des outils
dédié à l'optimisation de la taille des bundles, à l'optimisation des dépendances, etc., quoi. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce qu'il y a des fois, en fait, c'est devenu tellement compliqué ces trucs-là, c'est-à-dire que on part d'un code et puis après on transpile dans un autre et on espère que ça se passe bien. Normalement, la doc dit que, mais on a mis une dépendance qui fait que ça marche pas comme on l'avait espéré. Donc il faut bien checker dans le code qui est généré, justement ce qui est généré, et des fois on a des surprises, quoi. On pensait qu'on avait fait un import où on a fait du code splitting et puis finalement ça marche pas parce qu'il se retrouve ailleurs. Enfin bref, c'est plus compliqué et il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas d'outils pour diagnostiquer uniquement ce FID. Mais quand enfin, en fait, on ne peut pas parler de diagnostic FID, on peut parler plus de diagnostic de long task. C'est-à-dire que ce qu'il faut, moins il y a de long task et plus on a des chances d'avoir un bon FID. Ça semble évident. Et donc, c'est ça qu'il faut traquer, quoi. Donc, il faut aller dans les DevTools et tout ça. Merci. On a une question de Quentin qui demande si créer un élément script dynamiquement, pardon, je perds mon français, après l'event load de la page, est-ce que ça présente des risques? Par exemple, si on charge le JS d'un outil Web Analytics après le load, est-ce qu'on a un risque de perte de données? Non. Enfin, moi, alors ma position là-dessus, elle est assez claire. Enfin, faut mettre dans la balance, quoi. C'est-à-dire que, ok, perte de données. En fait, vous avez plus de risques de perte de données, de perdre votre utilisateur si vous mettez votre JS le plus tôt possible, parce que vous allez globalement bloquer l'interactivité, l'expérience utilisateur, plutôt que de perdre la mesure de la donnée. Il vaut mieux perdre la mesure, prendre le risque de perdre la mesure que de perdre l'utilisateur. Enfin, ça me semble évident. Ah tiens, on a un chacha qui se manifeste. Ouais, non, et en plus, plus un site est rapide, plus votre utilisateur, on aura des chances justement de lancer ses scripts après le onload et de le laisser s'exécuter. Donc, moi, ce que j'ai constaté, c'est que un JS, notamment un Analytics, un Google Analytics qui se lance après le onload, pas de souci, quoi. Et puis, quand on voit le nombre enfin, on sait bien que ces données non plus ne sont pas des données exactes. Il suffit de regarder ce qui est filtré par les adblocks et tout ça. Donc, on sait aujourd'hui que c'est pas la vérité. Donc, s'il en manque un peu parce qu'il y en a un qui était dans une connexion pourrie, bon, ok, est-ce que c'est si grave que ça? Moi, perso, je pense pas. Donc, ma reco, en général, c'est que je dis, c'est ce truc de, on va mettre l'analytics le plus haut possible dans la page, c'est des trucs des années 2000, quoi. Enfin, mon sentiment, c'est ça, quoi. Et puis, y a-t-il des contre-indications en termes de rendu, puisqu'on oblige le navigateur à modifier le DOM? Ça dépend ça dépend du JS qu'on injecte après le download, hein. Et si ça veut pas, c'est pas parce qu'on modifie, le DOM que ça peut se faire de façon qu'il y ait un reflow complet, quoi. On peut faire des choses propres, surtout s'il y a des choses qui modifient la taille des éléments, que ça peut poser problème, mais non, enfin, ça me semble pas relié, quoi. Il n'y a pas de contre-indication, quoi. Enfin, attention à pas modifier des tailles d'objets, parce que ça, c'est potentiellement sur le CLS que ça va bouger, quoi. Du coup, on va décaler des choses, et là, il va y avoir des layout shift. Merci Stéphane. Et donc, on arrive à la dernière question, à moins qu'entre-temps, d'autres personnes se manifestent. Donc, question de Mathieu qui demande est-ce que tu conseilles de ne pas agréger les JS pour améliorer le FID? Alors, il y a des... C'est différent, en fait, entre ce que le navigateur télécharge et ce que le navigateur exécute, ça peut être différent. Donc,
C'est sûr que si on a un énorme gros bundle, un seul JS qui se télécharge, qui ensuite va lancer une exécution, ben, on peut difficilement avoir quelque chose de des petites tâches, quoique. Donc ça c'est des choses qui sont vraiment qui sont différentes. Clairement aujourd'hui on est dans des situations où on a comment expliquer, où on est en HTTP2, donc on peut s'amuser à faire des petits chunks de JS sans que ça porte à conséquence, sans que ça porte à grosses conséquences. Donc on fait souvent ce qu'on appelle du code splitting, puis ça permet en faisant ce code splitting aussi de ne le télécharger ce code que lorsqu'on en a réellement besoin. Donc ce serait plutôt une bonne pratique de pas agréger entre guillemets, pour répondre sur les mêmes termes, de pas agréger les JS et de faire du code vraiment fonctionnalité par fonctionnalité sur la page et de ne charger que quand on en a besoin. Parce qu'effectivement, si on met tout ça dans un gros bundle, bon, ben, on est obligé de charger le gros bundle, quoi qu'il arrive, pour l'exécuter, pour avoir quelque chose de fonctionnel. Super, merci Stéphane. On est arrivé au bout des questions. Je rappelle à tout le monde que on a l'habitude d'envoyer une enquête de satisfaction pour savoir ce que vous avez pensé de la session. J'ai mis le lien dans le chat, donc surtout répondez-nous, c'est important pour nous. Et puis merci à vous tous et surtout merci à toi Stéphane pour la présentation de ces 3 webinaires avec toute cette expertise. Je crois que j'ai jamais fait autant de slides de ma vie. Mais elles ont été bien utiles. Merci encore à tous et puis un bon appétit à vous. Ouais, merci. Vraiment, je réinsiste sur l'enquête de satisfaction parce que moi, j'essaye de tenir compte de vos retours quand il y en a. Donc, c'est compliqué de trouver le bon équilibre entre un discours trop technique et pas trop technique, un peu pédagogique, mais quand même qui va pointer des éléments importants. Donc, n'hésitez pas à me faire ces retours, c'est hyper important. Je remets le lien dans le chat, comme ça, vous pouvez le retrouver facilement. Et encore merci à tous. Merci.